Merci, Madame la Présidente. Merci à tous les amis qui ont assisté à cet exposé. Je suis fier d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Samir Ben Slimane, ORL, ancien universitaire à la faculté de médecine de Tunis, exerçant actuellement à Nabeul. Et je remercie les laboratoires Opalia qui nous ont permis cette occasion de partager avec vous notre point de vue sur ce thème. On va traiter ensemble les principales orientations diagnostiques devant un patient vertigineux qui a un vertige bref et récurrent. Et je dis bien un vertige bref et récurrent. Je n'ai aucun conflit d'intérêt derrière. Tout le monde s'accorde que le vertige est une pathologie angoissante, pas seulement pour le patient, mais pour l'entourage familial et même le corps médical. Rapidement, on élimine, comme ça a été précédé, les faux vertiges, les hypotensions orthostatiques, l'hypoglycémie, les troubles hématologiques, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas s'en passer d'un petit rappel anatomophysiologique, sachant que l'oreille interne est incrustée dans le rocher, dans la base du crâne. Dans cette oreille interne, comme ça a été dit, on trouve les trois canaux semi-circulaires. Le canal latéral, il est un peu orienté vers le haut de 30 degrés. Donc, pour le faire horizontaliser, on a besoin d'incliner la tête de 30 degrés en avant, comme ça a été précisé sur la photo. Les deux canaux verticaux, on parle de plan de LARP et RALP. Le plan RALP, c'est-à-dire le plan, c'est right anterior, le canal semi-circulaire antérieur droit et le postérieur gauche, et vice-versa, le postérieur gauche et l'antérieur droit, le LARP. Il est important de comprendre que ces canaux sont coplanaires, ils sont des canaux antagonistes. Donc, dans chaque canal, on précise bien la cupule qui est un enflement sur l'extrémité du canal semi-circulaire. Les trois canaux semi-circulaires représentent les trois plans de l'espace. Dans chaque ampoule, il y a la crête ampulaire sur laquelle il y a des microcristaux, les otolithes, et chaque mouvement de la tête permettra un mouvement de ces otolithes, lequel induit un mouvement du liquide dans le canal, ça s'appelle le liquide endolo-lymphatique. Le mouvement de ce liquide dans le canal, soit qu'il soit orienté vers l'ampoule, il est ampulipète, ou ampulifige, en fonction de ce mouvement, il peut être soit excitateur ou inhibiteur de l'influx nerveux à partir de ce canal semi-circulaire. Donc, un mouvement ampulifuge dans le canal semi-circulaire, par exemple côté droit, induit un nystagmus contralatéral, c'est un nystagmus inhibiteur sur ce canal. Alors que, j'arrête la diapo, alors que un mouvement ampulifuge du canal semi-circulaire postérieur, il est excitateur, il induit un nystagmus torsionnel, comme vous le voyez sur la séquence vidéo. Il est du même côté ipsilatéral et à composante verticale supérieure. Donc, c'est un torsionnel vertical supérieur. Aussi, un courant ampulifuge du canal semi-circulaire antérieur, il induit un nystagmus torsionnel ipsilatéral et vertical à composante inférieure. Dans le sens inverse, un mouvement ampulipète du canal semi-circulaire, par exemple, côté droit, lorsque le liquide endolymphatique se dirige vers l'ampoule, ça donne c'est un signal excitateur, ça donne un nystagmus horizontal du même côté. De même, un mouvement ampulipète, lorsqu'il est dans le canal semi-circulaire postérieurement, il donne un mouvement torsionnel ipsilatéral à composante inférieure, et sur le canal semi-circulaire supérieur, il donne un torsionnel contralatéral. Donc, la logique de ce nystagmus, la compréhension de cette logique est nécessaire. En fait, on commence par un simple cas clinique. Il s'agit bien d'un homme de 70 ans qui se présente depuis quelques jours, depuis 2 semaines, pour des vertiges rotatoires, bref, je dis bien bref, de quelques minutes, qui sont déclenchés par les changements de position et de durée brève, parfois avec des signes neurovégétatifs, et fait important qu'il n'y a pas de signes neurovégétatifs associés.
Donc, à l'examen, au repos, ce patient n'a pas de nystagmus. En le mettant en décubitus, en position de rose, on constate bien il a un nystagmus torsionnel, c'est-à-dire un peu rotatoire, anti-horaire dans le sens contraire des aiguilles de montre, à composante supérieure. Il est bref, il ne prend pas beaucoup de temps pour se résoudre au bout de quelques minutes. Voilà. On voit les secousses du nystagmus torsionnel à composante supérieure anti-horaire. Lorsqu'on a un mouvement pareil qui va s'estomper au bout de quelques temps, ça nous oriente vers la possibilité d'un VPPB. Qu'est-ce qui se passe dans un VPPB? En fait, dans l'oreille interne, comme ça a été précisé, on peut avoir une migration des otolithes en dehors de son siège anatomique initial. Ce mouvement des otolithes induit avec lui un mouvement du liquide endolymphatique, lequel va emporter la cupule de l'ampoule du canal semi-circulaire, et tout mouvement de cette cupule, de la crête ampulaire en particulier, que ce soit dans un sens ou dans un autre, va induire soit une stimulation, soit une inhibition de l'influx nerveux. Et tout changement de signal aberrant aboutit à un vertige. Le cas particulier, c'est un vertige bref. Alors, lorsqu'on a mis le patient en décubitus, il a fait quelques secousses de nystagmus torsionnel à composante supérieure anti-horaire. Voilà. Donc, excusez-moi, voilà. On va redresser le patient et on va voir qu'est-ce qui se passe. En redressant le patient, on va avoir un nystagmus inverse, c'est-à-dire c'est un nystagmus qui va battre dans le sens horaire, mais à composante inférieure. Donc, il est dû à un mouvement dans le sens inverse des otolithes initialement qui se sont déplacés dans le canal semi-circulaire. Donc, une fois qu'on a ce mouvement torsionnel initialement anti-horaire, puis ça devient horaire, bref, on est très probablement devant un VPPB, vertige paroxystique positionnel bénin. Donc, pour avoir une meilleure orientation diagnostique, on va mettre le patient en position du Dixie Pike, qui consiste à un décubitus, à un latérocubitus droit, tête orientée vers le haut de 45 degrés. Ça, c'est la position du Dixie Pike. En mettant le patient dans cette position, après un petit décalage, on voit un joli nystagmus torsionnel qui passe en phase rapide et qui devient rapide, puis ça se ralentit doucement, il est en crescendo, décrescendo, pour s'arrêter au bout d'une minute. Donc, il s'agit bel et bien, dans ce cadre, d'un vertige paroxystique positionnel bénin, lequel des canaux, lorsqu'on a un nystagmus pareil anti-horaire, il s'agit probablement d'un canal semi-circulaire postérieur droit, c'est-à-dire il y a une migration des otolithes dans ce canal, comme la flèche rouge l'indique. Alors, ça, c'est la première présomption diagnostique. Et tout à l'heure, en redressant le patient, ce nystagmus est devenu inverse. Donc, pour avoir les critères de ce VPPB du canal semi-circulaire postérieur, au repos, obligatoirement, le patient ne doit pas avoir un nystagmus. En position de Dixie Pike, il a un nystagmus torsionnel à composante géotropique à composante supérieure. En cas de côté droit, on voit bien, comme tout à l'heure, le fameux anti-horaire, voilà, à composante supérieure qui va s'arrêter au bout de quelques minutes, une minute maximum pour le canal semi-circulaire postérieur. Voilà. Et pour le canal semi-circulaire gauche, lorsqu'on met le patient du côté gauche, il va faire un nystagmus torsionnel à composante horaire torsionnelle supérieure. Voilà, on voit un nystagmus horaire torsionnel rotatoire, c'est-à-dire. Donc, qui va s'arrêter donc. Tout à l'heure,
à gauche, on a vu la position de Dix et Halpike gauche, tête qui regarde le plafond incliné de 45 degrés. Et ici, on voit bien la tête qui est inclinée aussi de 45 degrés. Ça, c'est la position de Dix et Halpike. Il est important que ce nystagmus se déclenche après une petite latence. Et il ne dure pas beaucoup. Il prend en moyenne l'ordre de 2 minutes en cas de canal semi-circulaire postérieur. Mais il passe par une phase de crescendo, décrescendo. Au début, il est long, puis rapide, puis va se ralentir. On va refaire passer cette même séquence. Constatez bien la rapidité du mouvement. Tic, 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 voilà. Ça devient rapide, puis se ralentit. Voilà. Un nystagmus qui va se ralentir, il va évoluer un crescendo puis décrescendo. Il est très évocateur d'un VPPB du canal semi-circulaire postérieur. Aussi, ce nystagmus, il s'inverse à l'orthostatisme, comme on l'a vu durant le premier cas. Dès qu'on met le patient en position de rose, on a un sens rotatoire. Après cette petite latence toujours obligatoire pour orienter le diagnostic d'un VPPB, vertige paroxystique positionnel bénin. Et voilà, après cette latence, on voit le nystagmus qui va se déclencher. Voilà. Et lorsqu'on redresse le patient, on va avoir le nystagmus contraire. Voilà, simultanément, j'espère que les séquences soient correctes, les séquences vidéo. Voilà, on voit un nystagmus qui va dans le sens inverse. Donc, il s'inverse au retour en orthostatisme. Et lorsqu'on refait à plusieurs reprises ces manœuvres, le nystagmus est reproductible et fatigable. Voilà. Donc, voilà, ce sont les critères obligatoires pour retenir le diagnostic d'un vertige paroxystique positionnel bénin du canal semi-circulaire postérieur. Et dans ce cas, les caractéristiques dans notre société, c'est au lever le matin, surtout de son lit, le patient va ressentir des vertiges rotatoires, bref, parfois avec des signes neurovégétatifs qui sont résolutifs au bout de quelques minutes. Il n'y a pas de signes neurologiques, en l'occurrence, il n'y a pas de céphalée. Dans notre société, la prière, la position tête penchée en avant, c'est la femme qui fait le ménage. Donc, dès qu'on surélève la tête en haut, on incline la tête en bas pour filer les chaussures, ça déclenche un vertige avec ces changements de position. Donc, malheureusement, beaucoup de patients n'arrivent pas à constater et font le recours à des solutions d'évitement qui ne sont pas du tout bénéfiques. Au contraire, ça induit la chronicité et la pérennisation du tableau clinique. C'est une pathologie qui touche par excellence les personnes âgées. Le canal semi-circulaire postérieur est majoritairement le plus communément atteint. C'est pour cette raison qu'on a insisté dans cet exposé sur le canal. Les causes essentiellement carentielles, traumatiques, parfois on ne trouve pas de cause à cette pathologie. Donc, une fois qu'on a eu les critères de diagnostic, on se permet, nous sommes autorisés à faire la manœuvre libératoire, ce qui consiste à remettre de nouveau le patient en position de Dix à Halpike, attendre la résolution de ce nystagmus anti-horaire sur le cadre droit, qu'il s'arrête, c'est que les otolithes ont fini leur migration dans la première partie du canal semi-circulaire postérieur. Une fois que le mouvement, le nystagmus est arrêté, on va basculer le patient vers l'autre côté, mais fait important, on voit bien ici sur la flèche que la tête est orientée vers le bas. C'est la manœuvre libératrice de Saumon. Et lorsqu'on remet le patient dans cette position, obligatoirement, on a le même nystagmus. Si le nystagmus s'inverse, c'est que les cristaux ont rebroussé chemin et on a raté. Nous avons tous raté notre manœuvre. Le fait d'avoir un nystagmus qui continue à battre dans le même sens que le premier lorsqu'on fait cette manœuvre libératoire, nous avons gagné le défi, puis on remet le patient et voyez bien qu'on doit tenir le patient parce qu'il peut, durant cette remise en position assise, avoir une dernière secousse du nystagmus et avoir la sensation
de chuter et d'être bousculé en avant. C'est pour cette raison qu'il faut bien tenir notre patient. Donc, le VPPB, le vertige paroxystique positionnel bénin, c'est une affaire très fréquente, mais il faut bien respecter le sens des manœuvres qu'on va faire, sinon on va rater. C'est important, on va dans ce cas, un patient qui se plaint de vertige d'allure positionnelle, qui évolue depuis 3 à 4 semaines, et lorsqu'au repos, il n'y a rien, et en position de Dix-Alpine, le nystagmus n'est pas rotatoire, il est inférieur. Donc, ça ne correspond pas aux critères d'un VPPB. Ça, c'est un signe d'alerte. Et bien, ce patient, en poussant un peu l'interrogatoire, 3 semaines auparavant, a eu une grande crise de céphalée avec des maux de tête. C'est un diabétique hypertendu. Et en faisant l'IRM, voilà, il a un farci, il a fait un AVC cérébelleux confirmé par l'IRM. Donc, ce sont des pièges diagnostiques. Chaque fois que ça ne répond pas aux normes déjà décrites auparavant, il faut avoir vigilance, ne pas retenir diagnostic de VPP et ne jamais faire des manœuvres pour des cas pareils. Donc, dans les formes complètes, comme je vous ai dit, l'exploration n'est pas nécessaire et pour le moindre doute, que ce soit on rate une manœuvre, que ce soit il n'y a pas de temps de latence, que ce soit un nystagmus vertical, que ce soit n'est pas en crescendo, décrescendo, sur un terrain vasculaire, il faut être extrêmement vigilant, ça peut cacher une catastrophe. Donc, toute forme atypie mérite beaucoup de vigilance. Dans les formes complètes, on peut ne pas rien demander, ne pas demander d'imagerie. Et je vous remercie pour votre attention. Pour ceux qui sont intéressés, il y a tout un cycle de formation, de programmes de formation en ligne dirigé par 2 Français et moi-même. Pour ceux qui désirent une inscription, c'est une plateforme riche qui réunit tous les sujets et toutes les thématiques en rapport avec les vertiges. Et je vous remercie pour votre intérêt.